Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous avez fait le voyage jusqu'au bâtiment de l'IUT Jean Moulin pour une expérience au cœur du soin. Alors vous avez vu, c'est au cœur du soin au pluriel. Cet événement, donc nous avons le plaisir de l'organiser donc dans le cadre de la chaire Valeurs du soin. Donc je vais vous dire quelques mots sur cette chaire. C'est un ovni dans le paysage du monde de la recherche et de l'enseignement. La chaire Valeurs du soin, elle a été créée il y a un peu moins de 10 ans, avec une idée qui consistait à réunir des philosophes, des gestionnaires, des sociologues, des soignants, autour d'un objet mal compris, mal cerné, qui est justement le soin. On parle beaucoup de la santé. On a même des définitions officielles, enfin une en tout cas, la définition de l'OMS, qu'on répète quasiment comme une litanie, comme une éternelle prière, en espérant que ça viendra un jour. Mais dans le fond, la question du soin, elle est un peu moins pensée. Et c'est à l'origine ce qui nous avait motivés, Jean-Philippe Pierron et moi-même, pour essayer de réfléchir de manière transversale, pluridisciplinaire, sur cet objet un peu bizarre. Alors, nous avons donc constitué une chaire de recherche qui a vécu son chemin, qui a eu la chance aussi d'avoir des mécènes qui lui ont fait confiance, et qui fait que cette chaire qui, en fait, aurait dû s'arrêter l'année dernière, continue, parce que d'autres mécènes ou d'autres accompagnateurs continuent aussi à lui faire confiance. Alors, on a démarré sur la question de qu'est-ce qui fait la valeur du soin, et c'est aussi ce qu'on va travailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on travaille aussi, par exemple, sur la question du numérique. Ce que le numérique fait aux soins. On a organisé un colloque scientifique l'année dernière à ce sujet qui a donné le, qui a permis la production d'un ouvrage. Et chemin faisant, eh bien, cette chaire qui avait été conçue pour ne pas durer est toujours là dans le paysage. Et puis l'année dernière, on s'est dit, mais et si on partageait un petit peu l'ensemble des connaissances, des savoirs, des expériences avec toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ce thème. Et voilà comment est née cette journée, Voyage au cœur du soin. Voilà, alors on aura le temps après de vous en présenter les détails. Mais donc pour la première fois, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt en fait. La chaire ouvre son cœur à tous ceux qui le souhaitent. D'où cette journée, on l'appelle grand public, mais en fait c'est pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet. Voilà, en tout cas bienvenue. Je vais donner la parole à Jean-Philippe pour compléter mon propos. Oui, merci, merci Didier, merci à vous toutes et tous d'être là ce matin et de vous être rendus disponibles. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis que ça s'organise et de porter cette organisation. J'aurais, pour qu'on fasse connaissance, simplement quatre questions à vous poser. Voyage au cœur du soin. Qui, dans cette salle, n'est pas de Lyon et est venu nous rejoindre en n'étant pas de Lyon? Merci. Deuxième question. Qui, parmi nous, attention, c'est une question très ambiguë. Qui, parmi nous, n'est pas soignant? Question très ambiguë. Vous êtes vraiment sûr de votre réponse? Troisième question. Qui, parmi vous, n'a jamais été soigné? Merci. Et puis, quatrième, autrement dit, la troisième question force à corriger la seconde. Je repose la seconde question. Qui, parmi vous, n'est pas soignant? Ah, vous persistez. Et bon, on en reparlera. Et puis, peut-être quatrième question. Qui n'a jamais éprouvé, comme soignant ou comme soigné, des conflits de valeurs entre l'idée qu'il se fait du soin et ce qu'il a expérimenté ou éprouvé? Jamais éprouvé de conflit? Si, si. Hein, d'accord.
Merci. Ben voilà, donc merci de ces réponses, bon, qui n'ont d'autre vertu que d'apprendre un tout petit peu à se connaître. Et c'est une des raisons en fait qui motive la création de cette chaire. Effectivement, Didier l'a indiqué, quand on a choisi d'intituler cette chaire Valeurs du soin au pluriel, l'idée c'était effectivement de constater qu'une bonne partie de ce qui se fait dans les métiers dits du soin, qui pose le problème de savoir qu'est-ce qui du soin est professionnalisable, bien sûr, d'où l'ambiguïté de vos réponses. Hein. Il y a du soin ailleurs que dans ce qui est dans les professions de soins, donc ce qui pose une vraie question de quoi les professionnels du soin sont les professionnels en fait. Hein. Mais autour de ça, en fait, quand on s'est interrogé sur les valeurs du soin, Didier, on s'est beaucoup interrogé sur le fait qu'une bonne façon de rendre compte du travail de soin se fait par les approches, disons, gestionnaires et économiques. Production de la valeur, avec cette idée que la catégorie de valeur a été captée de cette façon par les approches marchandes. Hein. À quoi se rajoute le fait que, entre-temps, enfin depuis 40 ans, le monde de la santé est devenu une industrie rattrapée par des logiques industrielles, avec les méthodes aussi attachées à ces approches industrielles. Ce qui fait que quand on parle de conflit de valeurs, eh bien, il y a parfois, c'est à cet endroit-là que les choses se situent, parce qu'il y a, bien sûr, il y a une économie de la santé, parce qu'on ne peut pas faire comme si tous ces dispositifs, tous ces acteurs ne rentraient pas effectivement dans le champ d'une certaine conception de l'économie. La question, c'est laquelle, hein, bien sûr. Hein. Pourquoi les modèles économiques qui rendent compte du travail des soignants, c'est les modèles de l'économie standard, et pourquoi pas les approches hétérodoxes, hein. On pourra peut-être en discuter. Mais donc l'idée que nous avions nous, c'était de dire une bonne partie des catégories qui nous servent à rendre compte des valeurs du soin sont essentiellement des catégories qui relèvent du comparable, du mesurable, et donc via justement des indicateurs de multiples sortes. Hein, et en fait, ce que depuis, avec Alain Supiot, on a appelé la gouvernance par les nombres. Et en fait, notre idée, c'est de dire effectivement, les nombres sont une manière de rendre compte du travail de soin, mais il y a d'autres façons de le faire. Hein, bref, il y a le langage de la mesure, mais on peut évaluer autrement que dans le langage de la mesure. Hein. Et donc l'idée de valeur, c'est l'idée de comment on met en valeur, comment on valorise. Et on peut valoriser autrement qu'en quantifiant. Hein. Et donc l'enjeu de cette journée, c'est effectivement de réinterroger ça, et en fait de le réinterroger dans sa double dimension. Puis je m'arrêterai là. Hein. Il y a une dimension qui est effectivement personnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire que les conflits de valeurs sont des questions qui concernent chacun et chacune en raison de nos biographies, hospitalières ou pas, hein, c'est-à-dire en fait en raison de nos parcours de vie. Enfin, donc ça nous concerne effectivement intimement, mais nous sommes pris dans les organisations, nous sommes pris elles-mêmes, ces organisations, dans des politiques publiques, et en fait les conflits de valeurs, ils sont entre ce que portent les acteurs et les institutions qui les portent. Et l'enjeu, c'est comment on fait avec ces dissonances, avec ces conflits. Hein, on parle dans le monde du soin d'une grande démission, hein, d'une démission silencieuse. Hein. Le turnover des personnels de santé du côté des infirmiers et infirmières, on sait que c'est une difficulté, mais dont on peut s'interroger si elle n'est pas aussi motivée par ces conflits de valeurs. Donc voilà, l'idée de cette journée, c'est de mettre en valeur, autrement que dans les catégories de la mesure, parce qu'il y a un caractère problématique du langage mathématisant, disons, bien ce qui se fait dans la chair du soin, si je puis dire, sans eux cette fois-ci. Donc j'en dis pas plus parce que je crois que c'est après Nathalie, hein, qui va... C'est toi qui... C'est ça? Oui. Tout d'abord, le mot de bienvenue de notre parrain. Ah bah oui. Avant de donner la parole à Nathalie. Bah donc, oui, je vais demander à juste. François Blanchardon de nous rejoindre. Donc, François Blanchardon est président de France Association Santé Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et il est donc le parrain de cette journée. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je suis très fier et très heureux d'être le parrain de cette journée. C'est une belle reconnaissance. En tout cas, je vous remercie tous les deux, mais aussi toute l'équipe de la chaire Valeurs du Soin de parrainer cette journée. Donc, je suis président de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes France Asso Santé. Qu'est-ce que ça veut dire France Asso Santé? C'est l'union régionale des associations d'usagers du système de santé.
les associations peuvent demander un agrément auprès du ministère pour représenter les usagers dans le système de soins. Et donc, on a beaucoup d'associations qui sont agréées. Donc, dans notre délégation régionale, on a 130 associations qui sont au sein de notre délégation régionale. Et ce sont des associations qui viennent d'horizons différentes. Des associations de patients, des associations de personnes en situation de handicap, des associations de personnes âgées, des associations familiales, des associations de consommateurs. Donc vous voyez, le panel est assez large et donc notre objectif, c'est de travailler ensemble pour pouvoir porter collectivement la voix des usagers et nourrir le débat de la démocratie sanitaire, qui est un débat extrêmement important pour pouvoir faire améliorer les pratiques du point de vue de l'expérience de chacun. Je suis très fier d'être là. Pourquoi ? Parce que la thématique est assez intéressante parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. Dans mon rôle de représentant de patients, souvent je suis interpellé par celui-ci ou sur les dysfonctionnements de notre système de santé, sur les problématiques d'accès aux soins, qui est une partie très prenante aujourd'hui, sur les problématiques de financement. On en a parlé un petit peu, mais au final, ce qui est le plus important dans ce que nous souhaitons porter, de se recentrer sur qu'est-ce que la médecine et qu'est-ce que le soin. La médecine soigne, mais le soin prend soin. C'est une philosophe qui disait ça. J'ai oublié le nom parce que, bien sûr que j'ai pas eu la capacité de tout retenir de ce que je voulais vous dire, mais ça viendra au fur et à mesure de la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a une médecine performante aujourd'hui, sans le soin, est-ce qu'elle est aussi performante ? Et quelle valorisation on peut en donner ? Alors, c'était le sujet que vous nous amenez. Alors, j'ai fait un peu l'expérience de poser la question à la fois à des usagers, des professionnels de santé et aussi des institutionnels. Et quand on parle de la valeur du soin par rapport à ces trois dimensions, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même réponse que l'on a. Hein. Et pour autant, on a besoin de travailler ensemble pour pouvoir essayer de converger vers ce qu'on peut communément définir comme étant un soin et donc en donner la valeur. C'est pas facile, hein, mais peut-être que dans cette journée, on arrivera à approcher certaines expériences. Donc c'est important aussi, et c'est pourquoi je vous remercie encore de nous avoir permis d'être ici, parce qu'on peut partager nos expériences, des expériences de vie, des expériences professionnelles, et puis aussi des expériences académiques. Je dis parfois que je suis rentré dans le système de santé à l'âge de 20 ans. Mais non pas comme professionnel, mais comme patient. Aujourd'hui, j'en ai 53, ça fait 33 ans que je vis avec une maladie chronique. Eh bien, est-ce que cette expérience a une valeur ? Et comment je peux amener cette expérience auprès des soignants, auprès des acteurs de santé ? Non pas pour dire que je suis meilleur que vous, parce que c'est certainement pas vrai, mais parce que j'ai une expérience aussi à partager avec vous, et c'est ce qu'on fera toute la journée. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup François. Eh bien, je vais donner la parole à notre maîtresse de cérémonie, Nathalie Vallée-Renard, qui est donc chercheur associée à la chaire Valeurs du Soin. Et c'est Nathalie qui nous présentera la journée et régulièrement vous rappellera nos échéances, nos méthodes, et sera la gardienne du temps. C'est des pros de la technique. Merci beaucoup Didier, merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais saluer également les personnes qui se trouvent en ligne. Alors, je ne sais pas où il faut que je regarde pour dire qu'elles se retrouvent en ligne. Enfin, elles sont en ligne et elles ont la possibilité de nous poser des questions. Voilà, donc je m'efforcerai tout au long de cette journée de les inclure en fait dans ces temps d'échange et de partage que nous avons. Donc oui, je suis membre associé de la chaire Valeurs du Soin. En fait, j'ai eu le plaisir et la joie de réaliser une thèse de doctorat sous la direction
Jean-Philippe je le dis quand même, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, de Jean-Philippe en philosophie et de Didier en sciences de gestion. J'ai travaillé sur les enjeux éthiques et organisationnels de l'accueil de la parole sur le cancer en milieu professionnel. Moi, j'interviens plus en milieu professionnel. Je suis aussi fondatrice et directrice d'une association qui n'est pas de patients, mais qui s'occupe du cancer au travail, voilà, et notamment du retour au travail. Bon, si vous avez des questions, ce sera pour plus tard. Je vais assurer ce petit fil conducteur une grande partie de la journée, ce qui est pour moi extrêmement enthousiasmant, puisque la prochaine étape, ce sera de demander le journal de 20h à France 2, je pense. Voilà. On va voir si je me débrouille suffisamment bien ou pas. Et la première des choses, c'est ne pas oublier mes lunettes. Alors, je dois vous présenter le programme de la journée qui est censé s'afficher de façon miraculeuse derrière moi. Et c'est là que Romain descend 4 à 4 les escaliers. Voilà. C'est bien de pouvoir incarner les miracles quand même. Il n'y a pas de programme, ok. On passe la matinée ensemble. On va avoir ce qu'on appelle une table ronde, mais qu'on a reconfigurée en débat. Donc, j'aurai 3 questions à poser à nos invités. On va revenir dessus dans quelques instants. Et puis, bonjour madame, bienvenue. Oui, si vous vouliez faire ça discrètement, je vous ai loupé le coup, je suis désolée, mais bienvenue vraiment. Je dois vous parler de la fresque, alors qui est là-bas. Vous voyez sans doute pas très très bien, mais il y a un cœur quand même, en son centre, 2 flèches de part et d'autre. À gauche, le soin c'est quoi pour moi ? Au centre, le soin c'est aussi ça. À droite, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on met tout ça en valeur ? Alors, cette fresque, c'est juste une cartographie de fond, je dirais, et c'est évidemment vous qui allez l'embellir, qui allez l'enrichir avec des post-it qu'on va vous remettre notamment cet après-midi lors des ateliers qui ne sont pas des ateliers mais qui sont des labos autour des valeurs, bien entendu, et on vous demandera de petit à petit aller coller vos post-it en fonction des 3 questions qui sont posées là. Si ce matin, vous étiez tout à fait démangé par l'idée d'aller poser quelque chose ou écrire quelque chose, vous vous levez et vous y allez. Voilà. Je dirais, c'est simple entre nous et si ça vous dégourdit les jambes, n'hésitez pas non plus. Sur la présentation du journal de bord. Alors, il est là, le journal de bord. C'est ça que vous avez eu à l'accueil. D'accord ? Il y a 3 volets. Et si vous avez pris le temps d'ouvrir ce journal de bord, eh bien vous retrouvez les 3 questions qui sont sur la fresque et donc qui font notre fil conducteur de la journée. Le soin, c'est quoi pour moi ? Le soin, c'est aussi, donc qu'est-ce qui m'a interpellée dans le soin aujourd'hui ? Et maintenant, comment est-ce qu'on met tout ça en valeur ? Donc vous pouvez prendre des notes. Je pense, à titre personnel, que quand on écrit quelque part, on inscrit quelque chose qui s'inscrit sans doute aussi dans notre mémoire et quelque part peut-être dans nos corps. Et autant l'écoute et la disponibilité et le regard que vous portez sont extrêmement importants, mais il me semble que l'écriture peut contribuer à ne pas oublier tout ce qu'on aura abordé aujourd'hui. Et voilà, et sans plus attendre, comme on dit, ou sans transition. D'abord, est-ce que vous avez des questions là ? Alors, juste un point, pas technique, mais d'organisation, parce que c'est toujours hyper important. On arrêtera vers midi, normalement à midi, pour un temps de repas qu'on a voulu vraiment un temps porter sur la convivialité, alors sur le goût, bien sûr, ce sera gustatif, ce sera bon, mais c'est aussi un temps de rencontre. On aura 1h30 à passer ensemble, a priori au soleil. Donc, je ne sais pas si Romain avait fait un petit message pour demander casquette, chapeau et crème. Voilà, ça avait été proposé sur LinkedIn, je crois. Donc, on aura ce temps vraiment à partir de midi et on reprendra ensemble à 13h30. Ça vous va sur l'organisation ? Et maintenant, je voudrais appeler Christelle Galvez, je voudrais appeler François Blanchardon et j'ai Didier aussi pour ce temps de débat en fait que l'on a, qu'ils vont nous offrir, que je vais animer. Puisque mon rôle quand même, à part animer, c'est peut-être de prendre soin aussi de nos invités et donc de les mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir prendre cette parole, non pas l'oser parce que vous connaissez bien vos sujets. Donc peut-être avant tout, Didier, tu t'es présenté tout à l'heure. Est-ce que tu veux rajouter un élément à ta présentation ? On va laisser la place aux autres. D'accord. François, on sait maintenant qui vous êtes. Il reste l'invité mystère. Christelle, qui es-tu ? Je tutoie tout le monde ce matin. Ah, je t'en prie.
Écoutez, moi je suis soignante depuis plus de 25 ans. J'ai commencé ma carrière en tant qu'aide-soignante et infirmière, et puis manager, puisque je crois que l'équipe c'est mon truc, et manager et accompagner les équipes de santé. Et puis j'ai repris des études pour être directrice des soins depuis 15 ans. D'abord à Paris, puis à Lyon. Et depuis juste cette année, j'ai fait une nouvelle évolution, une montée de version. Et on a créé la direction des parcours au Centre Léon Bérard, puisque je travaille depuis 11 ans au Centre Léon Bérard. Et donc j'ai la chance maintenant de laisser la place à la direction des soins à une collègue, Martine Simon, et moi d'être directrice des parcours aux côtés d'un oncologue. On fait un binôme, oncologue et moi, pour travailler aux côtés des différentes équipes, des patients, différents partenaires. Voilà. Merci Christelle. Peut-être que tu peux nommer cet oncologue ? Oui, c'est Pierre-Étienne Eudel. Ah, il est extraordinaire ce garçon et il travaille beaucoup sur le retour au travail notamment. Exactement. Mais, voilà, il est passionnant. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous trois d'être là. On a 1 heure ensemble. J'ai 3 questions. C'est pas 3 questions pour un champion, mais presque. On va prendre une question à la fois. Et je vous demanderai d'essayer de tenir à peu près un temps de réponse de 5 minutes chacun par réponse, ce qui nous fera un petit quart d'heure par question. Et Romain me fera un petit signe si jamais il y a un gros débordement. Parce que je ne suis pas assez douée pour tenir en même temps le temps, la reformulation, la prise de parole, le micro, etc. Ça vous va ? Très bien ? Avec lunettes. Première question. Bon, en même temps, je la pose à tout le monde parce qu'on va tous réfléchir ensemble, évidemment. Première question. Quand on pense aux valeurs du soin, évidemment, on pense tout de suite système de soins. Jean-Philippe Pierron le disait tout à l'heure. Et on pense à la rationalisation budgétaire, c'est horrible ces mots-là, qui mettrait en péril, peut-être au conditionnel, mais à voir, ces valeurs. Cette rationalisation budgétaire, elle est racontée comme une entreprise de destruction aujourd'hui, notamment par les soignants eux-mêmes, qui parlent beaucoup de l'optimisation des effectifs, de pression sur les moyens financiers. On parle même de cadence, ce qu'on avait quand même dans l'industrie à une époque. Voilà, des choses qui sont là depuis un certain temps et qui nous pénalisent. Et en même temps, on peut se demander si ces évolutions peuvent faire ressortir quand même des valeurs persistantes, c'est-à-dire une manière de tenir quelque chose qui nous tient à cœur et qui va continuer à s'exprimer malgré tout. Et donc aussi bien pour les professionnels de terrain que pour les patients et pour l'encadrement, finalement, qui, comme toi, Christelle, notamment, qui fondent le soin. Est-ce que ces valeurs font l'objet de bricolage ? Voilà. Comment est-ce qu'on les met en œuvre ? Avec peut-être quel compromis également ? Et puis, quel est le noyau, finalement, du soin ? J'aime bien ce mot noyau, qui ressort de telles contraintes et sur lequel aucun compromis ne peut être fait. Rationalisation budgétaire, valeurs mises en péril, et pour autant, on tient à certaines valeurs, dont un noyau fort, lesquels ? Qui veut prendre la parole en premier ? Alors c'est là qu'en général, tout le monde se dit, pourvu que ce soit mon voisin. Je crois que François va y aller. C'est une question pas facile. Tant la question, en tout cas du point de vue du patient, tant on est partagé entre la question du financement et la question du soin. Je veux dire par là que les innovations médicales coûtent très cher. Et en même temps, les patients poussent pour qu'on ait de plus en plus d'innovations médicales parce qu'on sait très bien que certaines innovations thérapeutiques aussi, organisationnelles, techniques, permettent de mieux prendre en charge les problèmes de santé des usagers. Et puis, à côté de ça, eh bien, puisqu'il faut une rationalisation budgétaire, eh bien, ça demande à faire le choix d'un équilibre sur les questions du soin. Voilà. Et donc, on pourrait penser que, vu la situation actuelle des finances, on est aussi dans une crise des finances publiques, eh bien, on va avoir une moindre qualité de prise en charge, une moindre qualité des soins quand on va voir un professionnel de santé. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que la qualité des soins n'est pas forcément en diminution du point de vue de l'usager, encore une fois. Et ce sera intéressant de le partager avec un professionnel.
mais que la qualité des soins tend plutôt à s'améliorer dans la prise en compte de ce qu'on appelle le parcours de santé. Là où les difficultés sont les plus importantes, c'est l'accès aux soins, ce sont les soins non programmés. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas dans le système de soins et que j'ai un problème qui intervient comme ça sans que ce soit prévu, là on peut dire que la qualité n'est pas au rendez-vous et qu'il faut travailler sur ce sujet. Il faut organiser, orienter, il y a des réticences, mais je pense qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Lorsque on a une prise en charge qui est effective et qui est suivie, la qualité est plutôt au rendez-vous et voire même tend à s'améliorer. Il y a, et c'est le message que je veux vous dire et que je veux vous donner, une vraie satisfaction importante des patients vis-à-vis des soignants, des soignés vis-à-vis des soignants. Et ça, il faut le savoir. Parce que quand on est plongé dans son quotidien et que toute la journée, on est face à parfois des patients qui ne sont pas contents parce le patient, d'abord, il n'est pas content parce qu'il n'est pas content d'avoir un problème de santé, il est angoissé, il a des questions. Le temps qu'il passe à attendre, pour lui, c'est une question importante d'angoisse, d'incompréhension. Et on sait très bien que ça favorise la colère, ça favorise un peu l'irritabilité. Donc quand on est soignant tous les jours et qu'on voit ces patients, on peut penser qu'il y a une espèce de non-satisfaction des patients vis-à-vis des soignants. Et quand on les interroge, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Et ce qui est le plus important quand on les interroge, c'est que ce qui est le plus important pour eux, c'est le soin et non pas la technique. Voilà. Et pour autant, nous, on s'est attaché à dire qu'il faut plus de technique, plus d'innovation médicale, technologique, etc., organisationnelle. Et quand on interroge, on voit bien que ce qui est important, c'est dans le temps passé avec le soin, enfin, en tout cas avec une équipe soignante, eh bien, ce qui est le plus important, c'est le soin, c'est-à-dire l'attention qu'on a pu me porter en tant que personne et non pas comme objet d'une maladie. Merci François. Je pense que le débat il est bien posé tout de suite là. Finalement, dans ce que tu dis, la valeur première, c'est cette attention à l'autre, considérée comme une personne dans sa globalité, et pas, comme tu l'as dit, comme un objet de soin ou comme une maladie qu'on trimballe comme ça à droite à gauche, de service en service. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est rassurant aussi, je trouve, d'entendre quelque chose comme ça. Donc merci. On va voir ce que Christelle et Didier ont comme réponse, et si ça va dans ce sens ou si c'est complètement différent. Christelle ? Il faut effectivement, l'hôpital, c'est quand même juste pardon Christelle, il faut que tu poses ton micro là. T'as raison. Même avec la meilleure volonté du monde, on a des contraintes hospitalières qui font qu'effectivement le nombre de soignants, il manque, quoi qu'il arrive, des soignants. Cette sensation de manque, elle est vécue par tous, et ça depuis très longtemps. Et donc c'est comme une donne. Il va manquer du monde et on va essayer de trouver des solutions avec ce manque permanent. Mais il y a une autre donne qui est tout aussi puissante, c'est l'envie de rencontrer et de soigner l'autre, et qui est ce socle sur lequel qui se transmet de génération en génération, ce supplément d'âme. Quand je rencontre les gens lors de la validation de leur fin de période d'essai et de CDI, je leur posais des questions, et une des questions c'était quel est votre supplément d'âme en tant que soignant quand vous rentrez dans cette institution. C'est pas anodin, vous allez soigner des gens qui ont un cancer. Qu'est-ce que vous y mettez en plus? Et je pensais vraiment que cette question elle aurait pu être... En fait, j'avais envie vraiment de rencontrer la personne qui venait au-delà de son métier, et il n'y a pas une personne qui n'a pas su me répondre. C'est vraiment improbable à quel point tout le monde sait quelque part ce truc en plus qui vient donner dans la rencontre à l'autre. Et tu te souviens d'une ou deux réponses que tu pourrais partager? L'humour. Ma capacité à avoir de l'humour, ma capacité à me connecter à l'autre, même si j'ai toujours des petits mots qui vont toucher l'autre pour le rencontrer, ma disponibilité mentale, parce que quand je suis au travail, j'ai envie d'être
totalement disponible à la rencontre de l'autre. Et donc le soignant vient avec bien au-delà de juste son diplôme. Il vient avec tout son être et toute son âme. Et c'est sûrement, même s'il manque en nombre, il ne manque pas de ça. Il ne manque pas de cet engagement vis-à-vis de je viens soigner au-delà de moi. Et parfois, peut-être, justement, c'est que je m'en oublie moi-même. Voilà. Après, c'est le risque du fait du manque, c'est que je me donne et je vois le manque et je veux vider, remplir ce manque. Pas trop vite, on l'abordera plus tard, ça. D'accord, un supplément d'âme. Merci, très joli. Du côté des soignants, ce supplément d'âme. Et Didier, toi, qu'est-ce que tu nous dirais ? Les gestionnaires n'ont pas d'âme. Qu'est-ce que tu fais là alors ? Moi, je ne suis pas directeur d'hôpital, je suis plutôt observateur. Mais ils n'ont pas d'âme dans la mesure où, quand on les écoute, ils mettent toujours en avant l'exercice de la raison. Ce n'est pas raisonnable de dépenser plus. Et c'est pour ça qu'on parle de choix budgétaire. Et quand on renvoie au choix, il y a toute une argumentation rationnelle qui va être déployée. Alors cette argumentation rationnelle, elle est là pourquoi ? Pour répondre au manque qu'évoquait Christelle. Et il faut savoir qu'en fait, les techniques comptables, gestionnaires ou autres, elles naissent historiquement, il y a 4-5 000 ans, par peur du manque. C'est-à-dire que les gestionnaires sont formatés, construits pour organiser le manque. Ils sont faits comme ça. Les outils qui sont associés ne sont pas des outils de gestion de l'opulence. Vous entrez en gestion quand il y a du manque. Et quand on regarde les systèmes de santé et les hôpitaux en particulier, ils ont toujours été en manque. C'est pas récent. Il y a eu à un moment donné 20 glorieuses, les fameuses années 60-80, dit-on, parce que je ne suis pas certain qu'ils avaient conscience à ce moment-là, au moment où en fait il y a eu une évolution, une modernisation très très forte du système de santé. Mais à part cette période-là, dans l'histoire millénaire de l'hôpital, c'est une gestion de la pénurie permanente. Donc c'est un problème qui n'est pas nouveau. Et puis, on peut le comprendre, puisque dans le fond, on peut toujours considérer qu'on n'en fait jamais assez pour améliorer la santé d'une population. Donc, il y a peut-être un malentendu dans cette histoire. C'est-à-dire que quand on parle d'omniprésence, de la rationalisation budgétaire, des nécessités pour les soignants de bricoler, c'est peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de dialogue. C'est peut-être parce qu'il y a une logique qui va plutôt dominer les autres à un moment donné. C'est pour ça que je parlerai plutôt, moi, de logique gestionnaire face à une logique soignante, et qu'il faut regarder aussi, bien entendu, la logique citoyenne, dans laquelle on peut peut-être intégrer les représentants des patients et des usagers. Et puis la logique de l'État, qui est une logique technicienne. Donc un système de santé, si on le regarde comme étant au croisement de 4 logiques qui essayent de s'articuler les unes ensemble, on comprend qu'en fait, ce système de santé, il est tiraillé par les valeurs qui sont sous-jacentes à ces logiques. Donc ça renvoie à une grille de lecture qui avait été développée déjà maintenant il y a quelque temps par Luc Boltanski et Laurent Thévenot sur ce qu'ils appelaient les principes de justification. Et qu'est-ce qui fait que n'importe quelle personne, chacune d'entre nous, quand on agit, quand on prend une décision, ça nous est insupportable de prendre une décision pour elle-même. En disant c'est comme ça. Enfin, si quelqu'un vous impose quelque chose qui vous dit de toute façon c'est comme ça, t'as pas le choix, normalement on n'aime pas. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas juste. C'est-à-dire que la notion de justice, elle renvoie à l'idée d'explication des valeurs sous-jacentes. Eh bien, derrière ce processus de justification, ça renvoie à ce que chacun d'entre nous considérons comme ce qui est grand, ce qui est donc noble, ce qui est important à nos yeux. Et l'idée de grandeur, c'est pas forcément la même pour un soignant, pour un médecin, pour un garant de l'argent public et pour un patient ou un usager du système. Et ça explique pourquoi il y a ces tensions qui, quand elles ne sont pas mises sur la table, peuvent tomber dans des malentendus et dans des incompréhensions. Donc,
une piste possible par rapport à cette problématique-là, c'est de ne pas avoir peur d'expliciter les principes au nom desquels on agit. Puisque l'action en tant que telle n'a pas de sens. Autrement dit, vous savez, les gestionnaires, ils aiment bien donner des préconisations. Je pense que peut-être que ce dont souffre le système de soins aujourd'hui, c'est peut-être de se contenter d'expliquer ce qu'il faut faire sans dire au nom de quoi on le fait. Et moi, je pense qu'il faudrait largement insister à chaque fois qu'on met en place une réforme, une mesure, une réorganisation, dire sur quelle valeur, sur la base de quelle valeur et sur quel principe on appuie ce type de réforme. Parce que c'est un pari de l'intelligence de ses interlocuteurs. Chacune d'entre nous, nous sommes, parfois même dans la même journée, citoyens, usagers, soignés. Et ça peut tourner très très vite dans un jour. Donc nous sommes capables de comprendre ces différents points de vue. Donc après, la question, c'est comment on organise un espace de discussion, d'explicitation, qui permettent qu'on puisse se mettre d'accord. Et peut-être que ces espaces de délibération ne sont pas suffisants aujourd'hui, même si on a largement progressé depuis 20 ans. Merci Didier. On a des espaces de délibération organisés ou promus par l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, mais qui concernent le travail lui-même. Et effectivement, la question des valeurs, du pourquoi, du sens, on n'y pense pas. Voilà. On n'y pense pas, tout simplement. Alors ça me fait penser à deux choses que tu as dit, Didier. D'abord, ça me fait penser à un article de Paul Ricoeur. Là, je fais appel à Jean-Philippe Pierron. Ça doit être en 53, Travail et parole, où Ricoeur explique, on est en 53, mais je pense qu'il y a quand même un parallèle avec notre temps aujourd'hui, avec ce que l'on vit maintenant. En 53, Ricoeur dit que c'est le travail qui est devenu le Graal, voilà, qu'on ne parle que de travail, que de travail, que de travail. Et il regrette, alors il n'est pas contre ça, mais il regrette on ne porte pas la parole à l'égard du travail. Et en fait, c'est ce que, il me semble, Didier, tu as exprimé là. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des logiques gestionnaires, bien sûr qu'il y a des logiques de soins, mais s'il n'y a pas cette parole entre deux, comment est-ce qu'on va tisser des relations, de la compréhension et finalement une communauté de biens, de pensée, des collectifs de travail, etc. Donc je pensais à Ricoeur. Et puis alors, tu as parlé de grandeur et je viens de terminer Les Vestiges du temps de cet auteur au nom japonais qui est complètement britannique. Et dans Les Vestiges du temps, c'est l'histoire d'un majordome en Angleterre. Et lui, il parle de la grandeur. Et si vous voulez approcher cette notion de grandeur autrement, c'est un roman, un livre de poche. C'est juste passionnant. Voilà, c'était mon petit... Quelqu'un connaît le nom de cet auteur-là qui m'échappe ? Donc, je vous le donnerai tout à l'heure. Merci pour ces trois réponses à la première question. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin des trois questions auxquelles nos invités auront répondu. Donc, la deuxième question, c'est si on entend beaucoup parler de crise à l'hôpital et donc du système de santé, Christelle, elle réfléchit déjà là à ce qu'elle va dire. Si on entend beaucoup parler de manque d'effectifs soignants sur tous les territoires, de perte de sens du côté des professionnels, on entend aussi des professionnels qui tiennent, vous savez, maintenir. Donc qui tiennent, notamment parce que prendre soin, ce serait une vocation. C'est un peu ce que tu disais, Christelle, en creux tout à l'heure. Mais la vocation, qu'est-ce que c'est quand on est soignant et quand on est aidant d'ailleurs ? Est-ce que la vocation fait tenir ? Et si elle fait tenir, est-ce qu'elle n'est pas aussi possiblement, dans son contexte et à l'extrême, destructrice ? On parle beaucoup de santé mentale, sujet de l'État 2025, etc. L'impératif de soigner, finalement, ne fait-il pas peser sur les soignants trop de responsabilités ? Ils s'en mettent déjà tout seuls sur leurs épaules, est-ce qu'on ne l'en remet pas encore ? Surtout dans un contexte de moyens limités. Et finalement, jusqu'où accepter l'oubli de soi pour assurer les soins ? Faut-il accepter l'oubli de soi et jusqu'où pour assurer une qualité de soins ? Qui prend la parole en premier ? Christelle. Forcément, ça me parle. Pour être connecté à l'énergie vitale des soignants, puisque je le suis depuis un certain nombre d'années, je le ressens dans tout ce que je fais. Les soignants ont mis un genou à terre, c'est sûr. Et dans ma recherche de solutions, j'ai bourlingué, essayé de comprendre aussi bien aux côtés de Didier, aux côtés d'économistes, aux côtés de sociologues, aux côtés... Et embrassant ce que j'ai compris,
c'est que en voulant à tout prix justement soigner le monde, soigner l'autre, le rendre, l'améliorer, on a pris sur nos épaules une forme de responsabilité qui était outrancière, enfin de trop. Avec cette connaissance et cette expertise, justement cette technique de soin, on a cru qu'on détenait un savoir. Et ce savoir nous oblige à faire des fois qui dépasse nous-mêmes, qui dépasse nos propres forces, du fait de ce manque dont on parle, du fait aussi de cette volonté d'être à travers ce que l'on fait. Et quand le travail devient qui on est, on s'en oublie soi-même et nos propres besoins. Les besoins de l'autre deviennent notre priorité. On est concentré et obnubilé par les besoins de l'autre, l'anticiper. Et c'est comme ça qu'on devient et qu'on est, au-delà de juste notre profession, c'est soignant. Mais non, on est soignant. C'est notre identité. Et ça prend énormément de place dans notre vie, dans notre quotidien. D'ailleurs, nos enfants, je pense que les enfants de soignants disent ce métier, jamais je voudrais le faire, tu prends trop de temps, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et ce qui m'a profondément interpellée, c'est un travail qu'on a fait d'ailleurs avec Didier et Romain, c'est plus de temps au début qui était pour les patients, puis qui est devenu avec les patients. Et parce que cette connexion, les soignants ils disent tout le temps on n'a pas assez de temps, etc. C'est un puissant fond, ce truc de temps, on pourrait encore donner plus de temps, puis plus de soi. Et pour finir, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait qu'un soignant se dise j'ai jamais eu assez de temps avec un patient, puis qu'il sort de son service vexé, épuisé, en disant de toute manière j'ai passé ma journée à soigner et j'ai pas pu, j'ai l'impression d'avoir rien fait, de pas avoir été une bonne soignante. Et ce manager, du fait de ce travail que l'on fait sur mais qu'est-ce qu'est la vraie valeur du temps passé, du soin passé avec les patients, a proposé à l'infirmière de revenir dans les chambres des patients dont elle a pris soin toute la journée et dire est-ce qu'on peut questionner ces patients pour leur demander comment eux ils ont vécu la journée avec toi. Et ces patients ils ont été justement comme tu le disais vraiment reconnaissants et ont été plein de gratitude envers le temps et la qualité de la relation qu'elle a donnée à chaque moment de soin qu'elle a été dans cette chambre avec chacun d'entre eux. Et il n'a pas fallu 3 chambres pour que cette infirmière soit profondément émue en se disant mais en fait pour finir j'avais une vision sûrement déformée de ce que j'avais imaginé devoir donner et pour finir ce qui a été ressenti par le patient. Et c'est là où l'idée, c'est de revenir à la prise terre de pour qui et avec qui on le fait. Et sûrement qu'il y a de l'énergie en barre et de l'expérience en barre. Et justement, si on veut arrêter de mettre un genou à terre, c'est se reconnecter avec qui on le fait. Et qui a une part où, à leur tour, ils peuvent prendre soin d'eux, prendre une part de responsabilité aussi, et qui nous déresponsabilise, en tout cas de ce 100% prendre soin, limite infantilisant, et qui redonne la responsabilité à chacun, et qui nous redonne de l'énergie parce qu'on peut trouver un équilibre. Voilà, c'est un peu l'enseignement de ces dernières années, c'est oui, on est fatigué, mais parce qu'on ne lâche pas non plus quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité et de la co-responsabilité. Merci Christelle, et ce que tu dis est extrêmement important dans ce « avec et pour autrui ». C'est encore une fois la visée éthique de Paul Ricoeur, une visée éthique, un comportement éthique avec et pour autrui dans des institutions justes. On dit toujours qu'on fait les choses pour les autres, on les fait pour ses enfants, on les fait pour les patients, on les fait pour les gens qu'on aime, etc. Mais non, on doit les faire avec et pour. Voilà. Merci pour cette nuance qui n'en est pas une. François. Alors, je partage complètement ce qui a été dit et on parlera tout de suite après, je crois, comment le partenariat patient peut accompagner également les équipes dans ce travail-là. Moi, je pense que déjà, il faut partir du principe qu'on manquera toujours de temps et qu'on n'en aura jamais assez. Voilà. Et que d'imaginer que demain, on sera dans un monde où il y aura beaucoup de temps et de soignants autour du malade,
ça n'existera pas. Donc il faut trouver, moi je suis beaucoup, et c'est aussi, je voulais amener le rôle des associations, et sont là aussi pour beaucoup réfléchir à l'innovation et comment on peut accompagner les patients dans un modèle à la fois différent, innovant, et apporter ce qu'attendent leur communauté. Le soin demain, il va être exponentiel. Le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, le fait qu'on guérisse des maladies qui n'étaient pas guérissables et donc qui se transforment en maladies chroniques. Donc tout ça, c'est bien. Ça va demander de plus en plus de devoir partager la notion de soin et de prendre soin. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, que le soin n'est pas essentiellement de la responsabilité du soignant. Et qu'il faut s'interroger nous-mêmes sur notre capacité à prendre soin de nous-mêmes d'abord, et puis de nos proches ensuite. Et c'est ce que nous renvoie beaucoup les difficultés rencontrées par les aidants familiaux qui sont aux côtés du malade très souvent, tout le temps, et qui ont cet épuisement que ressentent aussi les professionnels de santé. Donc il y a c'est assez similaire en fait dans cette volonté de dire finalement je donne beaucoup mais je reçois rien, et comment je peux me retrouver une sorte de valorisation de ce que j'amène en étant à côté, en prenant soin. Alors, on pourrait développer, mais je voudrais vraiment rentrer sur le rôle des associations, parce que bon, je les représente aussi, et je pense que dans le prendre en soin, les associations de patients ont un rôle important. Alors, associations de patients, de personnes en situation de handicap, familles, etc. Il y a un relais à avoir entre le système de santé, les soignants, et puis le dehors, qui est, à partir du moment où on a un problème important de santé, et pas forcément bienveillant. Je discutais, alors je fais partie, j'ai la chance de faire partie d'associations aussi de personnes en souffrance psychique. Et donc, on interrogeait une personne en souffrance psychique sur qu'est-ce qu'elle vient chercher dans cette association. Elle expliquait que dehors, finalement, bon, déjà, il y a de l'isolement social. Quand on est malade, hein, il y a de l'isolement social, l'isolement familial, l'isolement amical. Et donc, on se retrouve assez seul, et que l'extérieur, elle nous expliquait qu'il était malveillant pour elle. Et donc, finalement, la notion de prendre soin dans la société, en dehors des murs, elle n'est pas forcément présente. Et donc, il y a une réflexion de savoir comment la société peut prendre soin de ses concitoyens. Mais ça, c'est aussi à développer. Et elle expliquait que quand elle rentrait dans cette association, ce qu'elle venait rechercher, c'était la bienveillance. Et qu'elle y rencontrait de la bienveillance. Alors, bien sûr qu'elle travaillait dans une commission éthique, elle apportait son regard de personnes concernées sur les questions éthiques, et donc elle expliquait tout l'intérêt que les accompagnateurs apportent à son regard de personnes concernées. Et donc, elle imaginait que la vie sans cette association, eh bien pour elle, ne pouvait pas continuer dans une notion de soin. Et que forcément, sa réhabilitation ne serait pas la même si elle n'était pas en contact avec cette association. Bref, le rôle des associations dans le partage de prendre soin est essentiel. Et donc, on doit, avec les soignants, faire ce lien qui est un lien assez essentiel. Merci François. Donc 2 sujets quand même, tu relèves 2 points qui me semblent importants. Le partage du soin intérieur-extérieur, qu'est-ce que c'est que ces frontières qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait de ces frontières? Comment est-ce qu'on nous-mêmes ces frontières, comment est-ce qu'on pourrait les dépasser? Et puis tu as parlé de la notion du temps au départ. Il n'y aura pas plus de temps, on pourrait demander à l'intelligence artificielle, mais je pense que 24 heures, ça fera toujours 24 heures dans une journée. Et peut-être cette notion du temps doublée du sentiment d'accélération,
décrit par Hartmut Rosa, qui dit très bien qu'on a compté sur la technique et le développement de la technique et des techniques pour nous dégager du temps. Et si ça a dégagé du temps, en tout cas ce temps-là, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a reperdu à d'autres choses. Merci beaucoup. Didier? Oui, dans le prendre soin, ça renvoie bien sûr à la valeur de la relation, puisque c'est une des thématiques qu'on a notamment travaillé dans la chaire. Et mon collègue Jean-Philippe Pierron aime bien dire qu'il faut prendre soin des soignants. C'est-à-dire que le prendre soin, en fait, c'est peut-être à double sens. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a la question d'autres ont parlé il y a 100 ans de dons et de contre-dons. Et peut-être que les soignants eux-mêmes, parce que je suis aussi là peut-être pour être un peu poil à gratter, et peut-être que les soignants ne se donnent pas suffisamment l'occasion de recevoir ce que les patients sont prêts à leur donner. Ils ne sont pas toujours prêts à accepter le contre-don qui leur est fait. Et ça, je crois que on l'a étudié dans quelques situations cliniques assez précises. Un patient qui accepte un soignant qui accepte le contre-don d'un patient, c'est un soignant qui prend soin de lui aussi ou d'elle. Je vais vous parler d'une expérience qu'on a conduite dans un service de soins, dans une unité de soins palliatifs, où avaient été introduites des techniques d'art-thérapie pour aider les patients en fin de vie donc à exprimer une forme de dernier message auprès de leurs proches. Et en discutant avec les soignants, on s'est rendu compte qu'en fait, ces techniques d'art-thérapie pour les soignants avaient un effet bénéfique sur les soignants. On ne comprend pas. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, en introduisant cette nouvelle technique, les soignants avaient un nouvel objet de discussion avec les personnes malades qu'ils ou qu'elles accueillaient. Et de ce fait, ça changeait la relation. C'est-à-dire que plutôt que de parler ou de se concentrer exclusivement sur la douleur, sur la fin de vie, etc., sur le traitement, il y avait des occasions de proposer des dialogues qui faisaient que la personne malade qui était accueillie dans cette unité de soins palliatifs était à nouveau perçue par les soignants comme une personne à part entière, et pas d'abord comme une personne malade. Et le fait d'avoir introduit cette nouvelle approche changeait le regard que les soignants portaient sur les personnes qu'ils accueillaient et réciproquement sur elles-mêmes dans le rôle qu'ils pouvaient jouer. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le soignant ne se perçoit plus comme quelqu'un qui doit apporter un soin relationnel ou technique, mais il est partie prenante, intégrante de la relation. Et dans ce cadre-là, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il reçoit à son tour des éléments, des informations qui sont apportées par le soignant, pas simplement sur la maladie, mais sur ce qui fait sens pour cette personne à un moment donné. Autrement dit, la question du prendre soin, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'aborder à double sens. C'est-à-dire que oui, les soignants sont rémunérés et la société attend de leur part qu'ils prennent soin des personnes malades qu'on leur confie, mais il ne faut pas qu'ils craignent aussi que les personnes qui les accueillent puissent, à leur manière, prendre également soin d'eux. Ça veut dire que c'est vraiment bien la question de la relation qui est en jeu. Et ce n'est pas une relation uniquement descendante. C'est vraiment une relation à double sens. Encore faut-il qu'il y ait des espaces, qu'il y ait suffisamment de disponibilité pour pouvoir accueillir cette forme de contre-don que j'évoquais. Parce que si effectivement le soignant passe d'un malade à l'autre très très vite, ou plutôt, je dirais, d'une pathologie à l'autre, il n'a pas le temps d'accueillir ça. Et paradoxalement, il ne se soigne pas non plus de cette manière. Merci Didier. C'est le double sens aussi du mot relation. La relation, c'est le récit. On retrouve encore la place de la parole dans les existences et dans le partage de moments vécus. Et la relation, c'est ce qui nous lie. Et on dit que la relation, c'est 1 + 1 = 3. C'est vous, c'est moi, et c'est ce qui se passe entre vous et moi. Ce petit 3 qui va être différent de ce qui se passe entre vous, moi, etc. Merci beaucoup tous les trois pour ces belles paroles. Et on peut quand même retenir, il me semble, l'importance de prendre soin de soi pour prendre au mieux soin des autres. Voilà. La petite seconde lunette. Troisième et dernière question.
Vous avez plutôt bien répondu jusque-là. Hein. Donc, on n'a pas fait de questions pièges pour la 3e, mais voilà, on compte sur vous pour qu'elle soit aussi chouette dans les réponses que les 2 premières. Donc, on ne peut pas parler des valeurs du soin sans parler justement, François le disait tout à l'heure, de l'expérience des patients. On parle souvent d'un savoir d'expérience de la maladie. On pourrait parler d'un savoir d'expérience du soin, d'un savoir d'expérience du travail, etc., etc. Patient, c'est évidemment pas qu'un patient. Peut-être qu'avant d'être un patient, c'est quand même une personne qui, au cours de sa vie, comme nous tous ici, a déjà eu, a ou aura besoin de soins, peut-être épisodiquement, peut-être sur des durées plus longues, quand on a des situations de maladie ou de troubles chroniques, et parfois ça va durer toute la vie. Depuis quelques décennies, on va de plus en plus vers ce qu'on a appelé un soin centré sur la personne elle-même. Son parcours de soins et de santé, sa complexité, ses souhaits, ses valeurs, ses choix, et même pour les personnes atteintes de maladies chroniques, sur son expertise, que je vous disais, le savoir expérientiel, puisque finalement tout ça aboutit à la valorisation de son autonomie, de sa capacité à se rendre autonome, à retrouver aussi des normes de vie. Philippe Barrier parle d'autonormativité, comment je retrouve des normes de vie alors que la maladie m'a percuté, etc. Ça, c'est dans La blessure et la force. Qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, est-ce que les process de soins centrés patients, justement, entre guillemets, ne tendent pas à uniformiser les personnes, à les transformer en cas ? Tiens, on a un cas comme ci, on a un cas comme ça. Voilà. En cas plus ou moins complexe, évidemment, mais toujours très complexe, plus qu'à prendre en compte les individus, c'est-à-dire l'unicité de cette personne, sa singularité, ce qui fait que François est François et que François n'est pas Didier, par exemple. Heureusement, ce serait compliqué, dis donc. Je m'en sortirais pas. Comment reconnaître aux personnes leur expérience, voire on dit leur expertise, on parle même de compétences parfois. Est-ce que mettre en dialogue les savoirs des médecins ou du personnel médical et des patients, est-ce que démocratiser la relation de soins, ça revient à accorder la même importance, la même autorité à chacun ? Et finalement, que voudrait dire un système de santé centré sur les personnes en tant qu'individus et citoyens ? C'est une question sur la vision politique du sujet. Alors ça, c'est compliqué parfois, la vision politique. Qui va prendre la parole en premier ? Là, on va changer un peu, parce que sinon après, il y a une routine qui s'installe. Je pense que tu vas leur rendre service même en prenant la parole là. En fait, je vais vous faire une confidence. À l'origine, la chaire valeur du soin, elle s'appelait chaire valeur centrée patient. C'est son premier nom. Et puis, avec Jean-Philippe, on a traîné un peu nos guêtres à droite à gauche, et puis notamment avec des collègues d'un centre de recherche pluridisciplinaire à Londres, qui, à un moment donné, nous disent non, person-centered system, health system. Donc nous, on reprend, on dit bah oui, mais nous, notre chaire, c'est la chaire centrée patient. On dit non, centrée sur la personne. Et ça a été la première alerte en disant ah, attention, effectivement, si on a une focale trop marquée sur le patient, on oublie que le patient est une personne dans sa globalité, c'est-à-dire qui est traversée évidemment par des valeurs, mais aussi des projets. Et peut-être que c'est une manière de remettre la personne au centre du jeu. Et cette personne, effectivement, au cours de sa vie, elle rencontre des épisodes de maladie. Mais on remet, si vous voulez, on remet un petit peu l'église au milieu du village, on remet la personne au centre. Qui peut être patiente ? À un moment donné, c'est la question que Jean-Philippe nous a posée au début en disant mais qui n'a jamais été malade parmi nous ? Ça, c'est le premier point. Donc, il faut être prudent des approches trop centrées patient. Le deuxième point que j'évoquerai, c'est qu'aujourd'hui, il existe des systèmes de mesure gestionnaires ultra sophistiqués qui vont même jusqu'à connecter une partie des budgets sur la base de préférences de personnes qui sont rentrées dans le système de soins. C'est ces indicateurs internationaux qu'on appelle des PRUMS ou des PROMS, dont je ne vais pas vous présenter le détail maintenant. Ils ont un avantage en apparence très très fort, c'est qu'ils permettent de traiter à grande échelle comment les patients, et on va les appeler comme ça dans ce cas de figure, ont vécu le système de santé
Et à partir de là, on peut annexer une partie des budgets sur ce score. Donc on pourrait se dire, c'est génial, on va jusqu'au bout, puisque finalement, la logique gestionnaire a trouvé le moyen d'affecter une partie des budgets en fonction de la vie des patients. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, ces indicateurs ne sont pas... Ce sont en gros des indicateurs de mesure de préférence qui jouent beaucoup plus sur la satisfaction que sur la qualité objective des soins qui ont pu être dispensés. Pour le dire autrement, vous pouvez être parfaitement satisfait de mauvais soins qu'on vous a faits, et vous pouvez ne pas être satisfait du tout du meilleur qui a pu vous être donné à un moment donné. Parce que la question de la maladie, elle fait entrer la question de la subjectivité. François l'évoquait. Quand on a mal, on peut être de mauvaise humeur. Enfin bon, et c'est bien normal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à cette question-là, il y a des premiers efforts qui sont faits, mais moi, comme gestionnaire, je dirais attention danger. C'est pas parce que les outils de gestion existent aujourd'hui qu'il faudrait croire qu'ils sont la solution. Et il faut être extrêmement prudent par rapport à ce type d'approche. Eh bien, continuer à s'efforcer à être vers une recherche d'une personnalisation, au sens premier, c'est-à-dire l'intégration de la personne dans la question du soin. Merci Didier. Ça me fait penser à Carl Rogers, qui parle de relation d'aide, le psychologue américain. Pour lui, la relation d'aide, elle est centrée sur la personne, avant tout. Et comment est-ce qu'on a glissé de la personne au soin? Et pour prendre un peu de hauteur, c'est cette attention aux mots qu'il faut que l'on ait, puisque les mots disent la manière dont on voit les choses, transmettent nos valeurs, etc. Et cette attention aux mots, en revenant à la personne, redonne toute sa place à un individu dans sa globalité. Merci Didier. C'est François qui a le micro là? Oui. Poursuivre ce qui a été dit, je pense que voilà, on a vu une évolution sur la place du patient dans la stratégie, dans la relation de soins. On est passé d'un sachant qui savait à la place du patient et qui donnait ses instructions. Et donc le patient n'avait que peu sa place et que peu de mots à dire dans la stratégie thérapeutique et dans le soin. On est passé après sur cette notion de dire il faut s'intéresser au patient parce que ce qu'on va lui apporter, il faut que ce soit au minimum que ça lui fasse du bien. Et puis peut-être qu'on avait plus aussi de possibilités à offrir. Et donc là, on avait cette notion centré patient. Alors nous, on n'aime pas trop ce terme de centré patient parce que centré patient, ça veut dire qu'on a une personne au milieu, qu'il y a des gens qui tournent autour et qui essayent de chercher ce qui va bien pour la personne. Mais au final, à quel moment on lui pose une question et à quel moment on travaille avec lui. Donc c'est pour ça qu'on a amené la notion de travail avec. Enfin, en tout cas, le soin ne peut pas se réaliser sans la personne. Et donc, il est important de travailler avec la personne malade ou la personne qui... un usager, parce qu'un usager, c'est pas forcément quelqu'un qui est malade, mais c'est quelqu'un qui a une relation avec le système de santé. Et donc, on en arrive un peu plus à la notion de médecine personnalisée. C'est-à-dire que si je travaille avec mon patient sur cette notion de comment il vit les choses, je vais pouvoir peut-être mieux orienter mon traitement ou son soin, et qui ne sera pas du tout le même qu'un autre qui a exactement la même pathologie. Alors cette notion d'expérience patient, elle vient des années surtout des années où le VIH est arrivé de façon très importante et où l'ensemble des soignants étaient complètement perdus face à cette épidémie de grande ampleur et on ne savait pas, personne ne savait, et surtout les soignants, ce qu'il fallait faire. Et donc, ils ont eu cette idée géniale qui continue de se dire on va d'abord essayer de voir l'expérience des patients pour pouvoir adapter nos soins. Et donc, cette notion d'expérience patient vient un peu de ce moment-là et on l'a vécu aussi avec la période du Covid. À partir du moment où on est face à une situation dont on a du mal à maîtriser, on va s'intéresser un peu plus aux patients.
Et donc, moi, je dis que même si on connaît bien la façon dont on doit soigner un patient, eh bien, on doit aussi s'intéresser à son expérience. Tout à l'heure, j'ai expliqué que j'ai 30 ans de maladie chronique derrière moi. Quand je vais voir mon professeur qui me suit, il a toutes les compétences techniques, académiques et une expérience professionnelle. Mais la seule chose qu'il n'a pas, c'est l'expérience du vécu. Parce que moi, je vis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec. Et je sais à quel moment c'est mieux de prendre mon médicament. Et je sais à quel moment il faut que j'en prenne peut-être un peu plus ou un peu moins. Je sais moi-même adapter ma stratégie de soins avec le professionnel de santé. Et heureusement qu'aujourd'hui, ces notions-là ont progressé et qu'on peut aujourd'hui travailler sur une stratégie avec le soignant et le soigné pour adapter au mieux les soins. Et ces soins, ce n'est pas forcément que de la thérapeutique, c'est aussi, et je crois qu'aujourd'hui, on commence à développer ces techniques, c'est les soins complémentaires qui dépassent même les notions de médecine et de technique et de thérapeutique, mais c'est quel soin complémentaire va apporter un complément à tout ça. Merci Françoise. En fait, tu parles des soins de support, enfin on les appelle comme ça, d'accord ? Tu parles aussi de l'éducation thérapeutique. Comment est-ce qu'on peut apprendre ce que c'est que sa propre maladie, ce qu'elle fait à notre corps, comment on vit avec, comment on s'ajuste par rapport aux médicaments. Ça se fait dans un partenariat patient-médecin, évidemment. Et j'avais ce petit clin d'œil, finalement, tu dis, la relation ne peut pas faire l'économie du soin. Voilà, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Un grand merci. Et Christelle ? Là, en vous entendant, j'avais préparé ça, mais en fait, je me suis dit, effectivement, il y a un changement en cours depuis quelques années où le partenariat avec les patients, c'est vraiment est devenu, j'allais dire maintenant, vous savez, dans la santé, on a des mots à la mode, on a le mot bienveillance, puis le mot partenariat, puis le mot performance, puis le mot ceci. Et là, le mot expérience patient est venu vraiment quelque chose, on le met à toutes les sauces, limite, c'est un peu, on doit cocher cette case-là à chaque fois qu'on fait un projet. Mais ce que j'ai senti aussi, c'est qu'il est ultra connecté à l'expérience des soignants, des utilisateurs. Et c'est bien beau de faire un XM indicateur de qualité, d'expérience, de satisfaction. Mais si on ne met pas justement ces espaces en relation et en discussion entre l'expérience vécue des utilisateurs, de chaque professionnel qui va se casser la tête à faire en sorte que cette expérience vécue soit meilleure, mais plus ça va et plus en fait les soignants ils nous disent « Ouais, mais moi, mon expérience, qui c'est qui l'écoute ?» Et mon expérience, plus c'est compliqué, plus les systèmes d'infos, plus j'ai d'écran devant moi, comment tu veux que je fasse une consultation de qualité, s'il faut que je clique sur 10 000 trucs. Et donc, c'est bien beau de vouloir partager un maximum d'informations et de faire un partenariat, mais si l'expérience de l'utilisateur, l'expérience du soignant, elle est dégradée et qu'elle est de plus en plus non prise en considération, eh bien, il va y avoir un jeu de pouvoir qui va se passer et d'un seul coup, on va dire, mais qui prend le pouvoir ? Et donc, comme c'est un peu cette relation permanente de j'ai la connaissance, t'as pas la connaissance, donc je la garde, je la donne un peu, puis en fait, si je la donne, mais en fait, qu'est-ce que j'ai moi ? Qu'est-ce qui me reste ? Et comment j'arrive avec quoi en plus ? Et quelle est ma valeur dans le soin, eh bien, c'est justement cette grande question de comment faire de l'expérience et l'expertise effectivement que les patients ont de leur maladie, comment donner un espace de parole pour l'expliquer et comment aussi les soignants peuvent aussi questionner, mais aussi peuvent aussi expliquer ce qu'ils ont comme vision. Donc, sûrement qu'il y a encore un enjeu de remettre du temps, enfin se remettre en discussion, comme tu le disais tout au début, avec ces 4 entités, le gestionnaire, le soignant, le patient, le citoyen et l'État, enfin, et comment toutes ces expériences et ces attentes vécues peuvent se mettre en discussion. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Merci Christelle. Toi, tu nous rappelles l'importance alors la valeur de la parole, bien sûr, mais de la parole pour tous et de l'expérience de tous. Et qu'on fasse attention à ce qu'on ne soit pas dans des phénomènes de balancier où le médecin ou le milieu médical a été tout puissant, où soudain, là, hop, ça repart, c'est le patient qui sait tout,
Et du côté des soignants, on peut se dire ouais, mais et moi. Et donc comment est-ce que et à quel moment on va réussir à trouver une sorte d'équilibre qui est toujours mouvant et incertain. Mais pour autant, c'est peut-être ça aussi qu'il faut viser. Rééquilibrer, réajuster en permanence, en fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Je demanderai bien à la salle et aux personnes en visio si vous avez des questions à poser à nos invités, à l'un de nos invités, si vous voulez apporter une précision, s'il vous semble qu'il manque quelque chose d'essentiel que vous aimeriez partager avec nous tous. La première personne qui lèvera la main, je la remercierai parce qu'elle donnera le ton et elle montrera qu'on peut oser et que ça se passe bien. Ah, chic. Attendez, je vais vous donner mon micro. Et vous pourriez vous présenter rapidement aussi, s'il vous plaît. Merci. Donc, très humblement. Laurence Kunz, orthophoniste pendant 30 ans, puis directrice d'Alcaline, qui tente de déployer dans les pratiques des professionnels le partenariat de soins. Et du coup, peut-être une remarque, c'est implicitement ce que vous dites tous les trois, c'est qu'il y a un changement de culture qui s'opère dans ce système de santé avec un bouleversement de la place de chacun. Et du côté des pros de santé, ce changement culturel ne se fait pas simplement. C'est-à-dire que si intellectuellement on comprend, on saisit et on a envie que qu'il y ait une sorte de co-responsabilité finalement dans le soin, le faire passer dans sa pratique clinique intime n'a rien de tout à fait évident. Et que ça prend du temps et que cette vision tripartite finalement que vous proposez nous interroge sur le comment inciter finalement à cette transformation des places de chacun. Merci. Transformation des places, on a toujours peur de perdre quelque chose, on a toujours le risque d'en gagner d'autres. Qui veut répondre ? Je vous remercie de ce témoignage. Effectivement, on sent bien que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ça veut dire qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement des professionnels de santé, mais c'est pas forcément moi qui vais en parler, mais c'est important. Mais il faut aussi de l'accompagnement de la part des patients. Enfin, que les patients soient accompagnés, soient formés sur sa capacité à pouvoir exprimer son expérience du vécu. Et ça, c'est pas forcément évident. Et on ne sait pas non plus toujours à quoi qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Par exemple, j'ai entendu contraire sur cette question-là je suis acteur de ma santé. Donc, on m'a renvoyé cette notion-là qui est importante, qu'on doit être acteur de sa propre santé en matière de prévention, en matière de bien prendre ses traitements, etc., pour pas dégrader sa santé. Mais on m'a renvoyé ça en disant, vous voulez être acteur de votre santé, donc maintenant c'est vous qui devez finalement vous prendre en charge pour votre propre suivi, pour votre propre parcours. En quoi un professionnel de santé ou une autre organisation viendrait vous aider dans votre parcours, le choix de parcours, votre orientation dans le parcours. Et donc je pense que si on en est là, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était véritablement le partage d'expérience avec le patient. Le patient, bien sûr, il y a de l'autonomie à avoir, on doit lui laisser sa place, on doit le former pour, mais on reste quand même au cœur d'une relation qui n'est pas une relation autonome, mais qui doit être une relation partagée. Je pourrais rajouter le fait qu'il y a aussi toutes les strates de l'organisation sanitaire qui doit se remettre en question. Il n'y a pas que les pros de santé. Il y a... moi, ça me touche aussi particulièrement. Parce qu'en tant que directrice des soins, c'est bien beau de dire à l'époque, oui, il faut faire un partenariat, mais en fait, j'imagine bien que c'est lâcher une forme de pouvoir, une forme de savoir, une forme... j'imagine... Et moi, qu'est-ce que je lâche ? Et donc, moi aussi, et nous, à chaque étape, qu'est-ce qu'on lâche aussi comme pouvoir ? Qu'est-ce qu'on laisse comme autonomie ? Est-ce qu'on laisse tant de ça comme autonomie aux soignants pour imaginer leur métier ? Est-ce qu'on n'est pas non plus stratifié de hiérarchie, de trucs un peu lourdingues ? Est-ce que nous aussi, on n'a pas à lâcher des organisations ? Est-ce que l'État n'a pas à lâcher aussi certains trucs assez infantilisants ? Est-ce qu'on n'a pas tout... Donc, ce microcosme que l'on croit petit en disant le système change juste entre patients et soignants, mais non, mais ça c'est tout un
système qui change. Et donc, il y a tout le monde qui a un bout à changer. Et donc, c'est sûrement ça qui est cette prise de conscience, mais à laquelle vous participez largement, c'est nous faire prendre conscience qu'on a tous une part de responsabilité dans ce changement, et que si on lâchait un peu tous. Merci Christelle, c'est intéressant. Tu vas compléter Didier, mais ceux qui doivent changer, c'est toi, c'est moi, et c'est l'ensemble du système, effectivement. Donc c'est pour ça que c'est un changement culturel et que ça prend forcément du temps. Didier. Oui, on a 2 théoriciens des organisations qui s'appelaient Chris Argyris et Donald Chun, qui ont montré il y a quelque temps, en tout cas que si vous voulez changer vos pratiques durablement, vous êtes obligé de changer vos représentations qui sont avec. C'est-à-dire que si on met en place en gros une nouvelle procédure dans une organisation, mais qu'on ne l'accompagne pas de l'impact que ça a sur la représentation que vous faites de votre métier, inévitablement, les vieilles habitudes reviendront. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors moi, je vous propose un petit changement de représentation. Les différents acteurs du système de santé, ils emploient souvent le mot place. Comment garder ma place ? Puis quand vous êtes à votre place, vous n'avez pas envie. S'il y en a un qui vous pousse, c'est naturel. Si on abandonnait ce mot-là, et si à la place de place, on utilisait le mot rôle. Et moi, j'invite les différentes parties prenantes au système de santé à imaginer ce qu'ils peuvent faire demain, non pas à partir de leur place, mais à partir du rôle qu'ils pourraient jouer. Et je pense que ça pourrait changer 2-3 choses. Ah, c'est chouette ça fait du bien de faire bouger les choses comme ça, merci beaucoup. Je peux prendre une dernière question ou une dernière remarque ? Vous êtes plusieurs à avoir levé la main ? Bon, je vais prendre les 2, d'accord ? Pas de jaloux. Merci. Aurore Touloulou, je suis un petit peu à côté des thématiques traitées aujourd'hui. Moi, je suis en thèse sur les espaces verts en ville, avec une approche interdisciplinaire. Donc, il y a de la socio-anthropologie, de l'écologie et de la microclimatologie urbaine. Je voulais juste revenir, alors du coup je ne suis pas du tout spécialiste de beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, mais sur la partie qui a été évoquée au niveau des PREMS, donc je ne connais pas du tout, mais juste sur le point de vigilance que vous avez évoqué sur la prise en compte de la subjectivité des patients dans le fait qu'on peut être satisfait de mauvais soins et inversement, parce que du coup ça m'avait un peu interpellée dans l'idée que ça... Enfin, moi, j'ai perçu comme une forme aussi un peu de remise en cause de la prise en compte de cette subjectivité après l'évaluation qu'on fait. Et donc, je me posais la question, est-ce que c'est pas aussi de savoir cette subjectivité, qu'est-ce qu'elle évalue, peut-être plus effectivement l'accompagnement qui est à côté de l'acte médical, thérapeutique, qui lui peut être peut-être plutôt évalué d'un point de vue objectif. En gros, c'est de savoir un peu, est-ce qu'il y avait une proposition de votre part ou autre pour faire évoluer tel que c'est pris en compte actuellement, et comment faire dialoguer cette subjectivité et objectivité qui, à mon sens, est importante à garder les deux. Vraie question Merci. Méthodologique et épistémologique. En fait, le sujet, c'est vrai que je suis allé un peu vite, le problème des PREMS, donc patient related, je ne l'ai jamais sur le E, measures, mais le problème de ces indicateurs, c'est qu'ils s'appuient en fait sur une seule dimension de la subjectivité qui est l'approche consumériste, pour faire très bref. Autrement dit, ce qu'il y a derrière ces indicateurs de mesure qui sont censés intégrer l'état de satisfaction, c'est pas le patient, c'est le consommateur. Alors, c'est pourquoi ça marche bien, parce qu'en fait, les chercheurs en marketing ont développé des échelles de mesure de satisfaction depuis belle lurette, depuis quasiment 80 ans. Donc du coup, on sait faire. Et comme on sait faire, c'est facile de prendre une échelle qui existe et de l'appliquer à un système qui ne l'appliquait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier point. Donc en gros, on prend un système existant et on l'applique. Mais la conséquence est qu'on croit qu'on mesure un état, d'engagement du patient, là où on ne mesure que la satisfaction d'un consommateur d'un système de soins. Première chose. Deuxième chose, donc la conséquence, c'est que par exemple, aujourd'hui, les approches qui sont préconisées dans le cadre du VBHC, par exemple, toutes les value-based health system, c'est très sympa, mais c'est pareil, ça repose quand même toujours sur l'idée que c'est le patient consommateur qui a raison. C'est la grande image de Michael Porter, grand spécialiste mondial de la stratégie, qui dit en gros, si les patients sont satisfaits, vous ne posez pas de questions, ça suffit, c'est ça la vraie valeur. Bon, nous on dit non.
Il y a d'autres personnes qui disent non, vous ne pouvez pas vous contenter de considérer que ce qui fait de la valeur, c'est la satisfaction d'un consommateur de soins. C'est plus que ça. Alors, comment faire ? Il faut revenir à une réintégration de la subjectivité en intégrant, par exemple, dans le cadre d'une interrogation qualitative, poussée, non pas ce qui est satisfaisant pour la personne, mais ce qui fait sens pour elle par rapport à sa vie passée et ses projets à venir. Alors, évidemment, ça demande un petit peu de temps. Mais c'est tout à fait possible, on le fait. Alors après se pose pour le coup la question de la quantification de ce type de mesure. Et c'est un autre sujet. Là, j'ai pas de réponse là-dessus. Merci. Il y avait une main qui s'était levée par là. Là et là. Là. Vous aussi, vous l'aviez levée ou vous venez de la lever ? Vous venez de la lever. D'accord. Non. Merci. C'est la dernière question ou remarque pour qu'on essaye de tenir à peu près le timing. Et comme on aura des temps d'échange après tous ensemble, vous n'hésiterez pas à venir poser vos questions aux uns aux autres qui vont rester toute la journée. Donc, je propose qu'on fasse comme ça. Merci. Merci. Stéphane L'Enfant, je suis cadre de santé dans un SSR gériatrique. Aujourd'hui, moi, ce qui me traverse, c'est la question de la construction de la posture des professionnels de santé. Parce que finalement, avec ce changement de paradigme, avec finalement ces évolutions qui font que la relation, ce qu'on met derrière la relation, nous impose de nous connaître déjà nous-mêmes. Et entre la construction de la posture professionnelle et de qui je suis moi en individu pour aller à la rencontre de l'autre, je trouve que dans nos quotidiens, sans avoir l'espace pour discuter le travail, pour discuter ce que j'ai dans la représentation avec finalement des turnovers ou une intensification du travail, c'est quelque chose qui me traverse pleinement en ce moment. Merci. Je pense que ce que vous dites doit faire écho à nombre de... Enfin, tout le monde d'ailleurs, mais qui prend la parole ? Christelle, tu veux ? Je fais vite. Effectivement, vous touchez du doigt vraiment le sujet, parce que nos soignants sont jeunes. Enfin, très souvent, ils arrivent avec une certaine forme de jeunesse. Puis en plus, on les attire aussi par différents moyens, puisqu'on essaie d'attirer, fidéliser, etc. Mais l'apprentissage de soi, et comment... c'est pas anodin. Moi, j'ai toujours entendu ce truc de soignant, c'est soigner, quoi. Et comment... mais moi-même, j'ai fait ce travail-là et j'ai galéré pour savoir, mais en fait, qui je suis au-delà d'être soignante. Et quelle est mon histoire pour être dans la capacité de rencontrer l'autre. Parce que je suis touchée par certaines situations, parce que certaines rencontres avec certains patients, certaines histoires me touchent plus particulièrement d'autres. Mais pourquoi ? Comment ? Et effectivement, je crois qu'il y a ce sujet au niveau managérial déjà, parce que la plupart des managers sont des managers soignants. Et comme on institue ce truc de comment on prend le temps de se connaître soi-même, on est tellement dans cette course, et puis on est quand même 80% de femmes. Hein. On a aussi cette statut de on est femme, on est mère, on est nanana, et puis on se met une exigence à quel moment on prend le temps, 2 secondes, de s'arrêter. Et c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai qu'en tant que manager, si vous avez cette conscience-là, je pense que vous touchez déjà du doigt la possibilité de se mettre en discussion sur ça. Comment on se connaît soi-même pour rencontrer l'autre ? Parce que vraiment, pour finir, rencontrer un patient, c'est rencontrer l'humanité, se rencontrer et faire miroir. Et souvent, d'ailleurs, en cancérologie, dans notre situation, on voit bien que quand des soignants vivent des situations de cancer dans leur famille ou pour eux-mêmes, c'est pas si simple que ça de revenir travailler. Mais donc, je réponds pas à votre question, mais c'est sûr que j'abonde. Merci beaucoup. Ça posera la question de la formation aussi. Et dans les formations... première des soignants, il y aura peut-être des choses à faire pour améliorer les choses. Voilà, j'ai pas le temps de développer, j'ai pas le temps de vous laisser la parole. En revanche, alors il est déjà 10h30 passées. Ce qu'on avait envie de vous proposer, c'était pour celles et ceux qui le souhaitent, 5-10 minutes de pause, mais vraiment pas plus. Mais on se dit que ça peut être utile. Et puis je laisserai la parole après à Marco et Jean-Philippe Pierron pour un temps de cinéma. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais si vous le souhaitez, allez, 10 minutes maximum. Quoi ? Ah oui, 45. Mais 45 chez moi, c'est dans 5 minutes. Ah bon, alors d'accord. Donc rendez-vous dans 5 minutes à 45 qui devrait faire 10 minutes. Ça, c'est encore un calcul gestionnaire un peu particulier. Hein.